Tu joues ton quatrième down. T'es en retard, t'es en fin de match, tu joues ta quatrième, tu la loupes. Alors, je vais pas dire pas de regret, mais au moins tu le fais sans complexe. Là, même si tu passes son coup de pied, de toute façon, il va falloir que tu remarques derrière. Je pense que tu te mets dans une double galère. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce jeudi ou les autres jours, puisque vous pouvez écouter le podcast quand vous le souhaitez, pour parler des équipes invaincues en cette saison 2023. La semaine dernière, on avait parlé des équipes en difficulté, celles qui étaient à 0-2. Cette semaine, on fait les équipes qui réussissent plutôt bien en ce début de saison. 3 victoires, 0 défaite. On va parler de ces 3 équipes qui restent avec ce bilan-là, les Eagles, les Dolphins et les 49ers. En parlant de 49ers, j'ai avec moi Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes, à tous et à toutes, et à tous les free agents qui ont signé des gros contrats juteux. Et j'ai aussi avec moi 2 personnes qui ne savent pas ce que veut dire une saison invaincue, Bertrand et Arthur. Salut les gars, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les free agents qui nous ont rejoints et qui ne sont plus agents libres. J'attendais que Arthur se lance, mais Oui, non, mais j'ai vu ça, mais la prochaine fois, la même chose. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine fois, je ferai un par un, hein, parce que visiblement à 2, c'est un peu trop compliqué. Désolé, nous sommes fans de football américain. On nous a pas demandé d'être frontalier, si tu veux. intellectuels. Hein. On n'a pas demandé d'être intellectuel, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, on commence avec les Eagles de Philadelphie, qui étaient déjà l'équipe invaincue en dernier, la dernière équipe invaincue en 2022. Ils avaient perdu, alors j'ai plus la semaine, est-ce que quelqu'un a la semaine où ils avaient perdu en dernier? Ça devait être en 6 ou 7, quelque chose comme ça, je crois. Ils avaient été donc la dernière équipe à être invaincue. Vont-ils réaliser la même chose cette année? Je rappelle qu'ils ont battu depuis le début de la saison les Patriots 25-20, les Vikings 34-28 et les Buccaneers lors du Monday Night Football de la semaine 3 25-11. Première question, Bertrand, est-ce que ces Eagles te semblent partis pour faire comme l'an dernier, aller au moins jusqu'à la semaine 6, semaine 7, en restant invaincus? Est-ce qu'ils t'impressionnent dans ce début de saison? Impressionner, le terme est fort. Je dirais, ils confirment leur bonne prestation ou le bon ressenti qu'ils laissent depuis l'année dernière et l'année d'avant également. C'est une machine des Eagles qui est en route, voilà, qui se prépare tout doucement. On sent bien que la pré-saison n'a pas été le moment où ils ont le plus, on va dire, travaillé ensemble, en tout cas les titulaires pour la plupart. Et on a une équipe qui, voilà, bon an, mal an, est solide durant ces matchs, ne fait rien, entre guillemets, d'extraordinaire, mais en tout cas utilise à bon escient ses playmakers comme Davante Smith et AJ Brown pour pouvoir avancer et marquer les points qui sont suffisants. Voilà, et les victoires sont là dans un esprit équilibré sans pour autant exploser ou faire on va dire une boîte à highlight comme on pourrait l'attendre. Donc on est dans quelque chose qui va dans le bon sens pour eux. Très bien. Arthur, juste une petite question sur Jalen Hurts, qui est actuellement, si on prend son nombre de yards à la passe par match, il est en 20e position des quarterbacks, derrière des gens comme Kenny Pickett, comme Samuel par exemple. Est-ce que le début de saison de Jalen Hurts t'inquiète, ou est-ce que, à ton avis, il sait juste qu'il joue avec des forces, notamment sa mobilité, des forces autres? C'est assez compliqué comme question parce que forcément, il est entre guillemets moins présent que la saison dernière, mais surtout, par exemple, lundi, face aux Buccaneers en prime time, il a fait 2 grosses erreurs, donc 2 grosses interceptions, ce qu'on n'attend pas forcément de lui comme considéré comme un top quarterback. Mais c'est compliqué parce que peut-être que c'est comme dit Sébastien. La plupart du temps, c'est peut-être un moteur diesel, faut le temps que ça démarre, puis après, ça ira. Actuellement, Jalen Hurts, son rating, il est à 84.5, ce qui le met à égalité avec Trevor Lawrence. Il est à la 21e place des quarterbacks depuis le début de la saison. C'est inquiétant, Seb?
Inquiétant, je ne pense pas. Surprenant, oui. Inquiétant, je ne pense pas, parce que, comme l'a dit Nick Sirianni après la victoire contre Tampa, actuellement, les Eagles, c'est pas un produit fini. Ils voient ça comme un work in progress. Ils voient qu'il y a une forme de croissance à chaque match et on peut pas lui donner totalement tort. Moi, je pense notamment à leur jeu au sol qui a pris de l'ampleur sur les 2 derniers matchs, alors que contre New England, contre les Patriots, ça avait quand même pas été terrible, parce que si ma mémoire est bonne, et elle va être excellente puisque j'ai les stats quelque part ici sous les yeux, au sol contre les Patriots, voilà, ça fait 97 yards. Et puis par la suite, ça prend de l'ampleur avec déjà Hurts contre Minnesota qui court pour 2 touchdowns. Davonta Smith, lui de son côté, qui se réveille aussi un petit peu par la voie des airs pour 131 yards sur les 193 lancés. Et puis DeAndre Swift contre Tampa qui court 130 yards au sol. Donc, voilà, je vais reprendre ce que disait Arthur qui me reprenait. Moi, les Eagles, je les vois effectivement comme un moteur diesel. Ce qui était un petit peu inquiétant sur leur premier match, c'est les 251 total yards en attaque, là où leurs adversaires vaincus du soir, les Patriots, en gagnent 382. Je veux dire, sur le papier, il ne devrait pas y avoir photo. Et pourtant, ils réussissent à exploiter les erreurs de leurs adversaires et ils font en sorte que les leurs ne leur soient pas trop préjudiciables. Donc, impressionnant, non, mais je vois une équipe qui monte doucement en puissance. Et si effectivement cette hausse reste constante, ça peut faire très mal quand on va arriver vers des journées 10-12, vers la fin de la saison. Alors pour les 3 équipes qu'on va étudier ce soir, on va essayer à chaque fois d'identifier leurs principales forces, leurs principales faiblesses depuis le début de cette saison avant de parler de leur suite de calendrier. Bertrand, si tu avais une force principale à donner à ces Eagles de Philadelphie, quelle serait-elle ? Globalement, on a une équipe qui, au niveau de la course, est quand même bien établie, ou commence petit à petit à bien intégrer DeAndre Swift et par rapport à son système. Donc je rejoins un peu ce que dit globalement Sébastien par rapport à tout l'étalage, on va dire, des différences. Et ça vient confirmer justement une bonne disposition à imposer de plus en plus la course sans que ça soit en plus obligatoirement de Jalen Hurts qui par ses jambes également l'installe de plus en plus. Donc Swift est de plus en plus utilisé. Ils sont classés justement premier et deuxième dans cette catégorie au niveau des courses, au niveau des yards et des tentatives de course sur la ligne, et même presque cinquième au niveau de la moyenne par course au niveau des yards. Donc on sent bien que voilà, ils avancent, et si on établit déjà un jeu de course, ça ne pourra que faire en sorte de pouvoir libérer le jeu à la passe pour que les défenses se regroupent plus pour éviter que DeAndre Swift n'avance de trop. Parce que après, pour le moment, c'est peut-être le seul élément un peu, entre guillemets, si on commence à chercher dans des équipes qui sont comme ça élites et qui sont calées pour aller gagner, pour aller jusqu'au Super Bowl, c'est qu'à la passe, au nombre de yards à la passe et au niveau de tentatives, ils sont que 23e et 24e. Donc, on est encore dans une équipe qui se cherche, mais comme me disait Sébastien, pas d'inquiétude en soi, ça monte crescendo. Et c'est de toute façon des équipes qui montent crescendo tout au long de la saison qui vont jusqu'au bout en règle générale. Est-ce que, Arthur par exemple, est-ce que DeAndre Swift c'est une vraie bonne pioche pour les Eagles ? On sait qu'ils ont changé leur running back. Certains émettaient des doutes avant le début de la saison sur DeAndre Swift. Est-ce que finalement ils ont fait le bon choix, les Eagles, en allant le chercher ? Je pense que pour l'instant, oui. La saison nous le dira sur son entièreté, mais dans les deux matchs qu'il a joués, les stats sont plutôt bonnes, voire très bonnes. 175 yards en 28 courses face aux Vikings et 130 yards en 16 courses face aux Buccaneers. Je pense que oui, c'est une très bonne pioche. Le jeu au sol est bien installé et c'est, je pense, aussi la plus grande force de cette attaque des Eagles. C'est plutôt d'accord. Totalement d'accord. Je ne vais pas contredire ce que j'ai dit juste avant, mais effectivement, le jeu au sol prend de l'ampleur, en particulier depuis 2 matchs. Il est solide. Leur moyenne au sol par course, c'est 4,9 yards. C'est
très très bon, c'est même excellent. Il faut aussi noter que leur défense au sol est loin d'être laide, hein, puisque leurs adversaires, sur leurs 3 premiers matchs, ils ont cumulé 145 yards au sol et 3 yards de moyenne par course. Donc ça aussi, c'est une des forces de cette équipe, cette défense intraitable sur le jeu au sol. Au niveau des faiblesses, Arthur, quel petit point amélioré tu nous as trouvé? J'ai envie de dire Jalen Hurts. Après, c'est peut-être l'effet du moteur diesel, mais je trouve qu'il fait quand même beaucoup trop d'erreurs, surtout dans des matchs et dans des moments où il faut forcément pas en faire. J'ai suivi de près le match de lundi soir et les erreurs, elles sont bêtes de Jalen Hurts. C'est à des moments où il fallait pas. Tampa Bay était vraiment collé derrière à un point et il fait une interception qui va coûter quelques points à Philadelphie. Donc j'espère que c'est juste le démarrage. Il se met, il se prépare. Je sais pas si on peut dire se prépare, mais il s'acclimate à la saison pour après faire comme une saison comme on l'a connue il y a un an. Tiens, on va mettre les pieds dans le plat sur Jalen Hurts, et pour mettre les pieds dans le plat, je vais demander à Seb, parce que il aime bien mettre les pieds dans la choucroute. Est-ce que, parce qu'il y a eu ce renouvellement de contrat dantesque à l'intersaison, certains ont dit finalement Jalen Hurts c'était quoi, une excellente saison l'an dernier, et il a un contrat très très important. Est-ce que les Eagles ont eu raison de lui donner autant d'argent tout de suite, ou est-ce qu'ils se sont un peu précipités? Ça, j'ai envie de dire que on verra à la fin de la saison et quel sera le bilan final. C'est vrai que notre ami Jalen, il a fait preuve pour dire les choses, pour parler par euphémisme, d'une certaine fébrilité depuis le début de cette saison, et ça peut en effet être l'un des points faibles de cette équipe des Eagles. Alors, j'en ai un autre, peut-être, qui à voir. C'est une idée que je me fais, mais je vous rappelle que lors du deuxième match contre les Vikings, on a vu un AJ Brown très très en colère sur la touche, au point que Nick Sirianni a dû intervenir. Lors de ce même match, moi j'ai noté un petit quelque chose, c'est que sur le jeu de passe, Hurts il fait 18 sur 23, il lance 193 yards, donc déjà c'est pas masse. Ces 193 yards, il y en a 131 qui vont dans les mains de Davonta Smith. Est-ce que par hasard, notre ami AJ, il n'aurait pas un petit problème d'ego vis-à-vis de son collègue qui est sur l'autre aile? Parce que voilà, AJ Brown, c'est un playmaker, c'est un receveur, c'est un playmaker, c'est comme dirait Yaya, un mâle alpha qui est prêt à les poser sur la table. Donc moi, j'ai du mal à savoir, d'autant que le club, bien sûr, n'a pas communiqué là-dessus. J'ai du mal à savoir s'il a piqué une colère à cause de la prestation générale de l'équipe, qu'il faut bien le reconnaître, hein, ce soir-là, a sauvé sa tête de justesse, ou si son problème, c'était qu'on ne lui donnait pas assez le ballon. Après, je pense que c'est des choses qui vont se régler effectivement au fur et à mesure de la saison, avec cette montée en puissance. Et quand on gagne, tout va bien. Tout le monde est heureux. Par contre, s'il y a une sale défaite, enfin pas pour faire un mariage, hein, mais s'il y a une sale défaite en 2 mots, pas en 3. Voilà, s'il y a une défaite sale, ça risque de faire parler. Je vois que j'ai eu du succès avec celle-là. Oui, le public est très peu exigeant. Nous verrons si il en est de même chez nos chers auditeurs. Bertrand, tu voulais parler de Jalen Hurts? Non, pas Jalen Hurts. Je voulais parler de Nick Sirianni, moi. Ah, mais oui, c'est ton copain. Voilà. C'est ton copain, Nick Sirianni. C'est vrai, Voilà, j'avais oublié c'est- qu'il y avait une grande histoire d'amour avec Nick. Bon, Eh ben, parle-nous de Nick. maintenant, en soi, Nick Sirianni, si j'en parle, c'est plutôt sur les faiblesses de nos amis les Eagles. Alors, est-ce qu'on attend de lancer sur le sujet beaucoup plus en avant, tu ou es est-ce qu'on lancé, peut y aller franc coup de port dès tout de suite? Vas-y, tu es lancé. On sent que t'es chaud, vas-y. Non, je pense qu'en fait, là, pour le coup, l'équipe en soi est lancée, a des habitudes de travail ensemble parce que les joueurs ont très peu changé. Et donc, je ne me fais pas de soucis quant à au devenir de cette saison et ce que ça va donner à la fin.
On sait très bien que les Eagles font partie des équipes qui vont être vraiment, a priori, sinon incident industriel, dans le dernier carré à la fin de la saison. Cependant, pendant la période des playoffs, c'est cet élément-là où je me dis que Nick Sirianni peut être un élément perturbateur, ou en tout cas un point faible de cette équipe, parce que on sait très bien que certains coachs n'ont pas besoin d'avoir, entre guillemets, une très forte tendance à avoir un intellect important pour pouvoir faire avancer leur équipe, et on ne peut pas dire que de ce point de vue-là, notre ami Nick Sirianni soit fort érudit quant à la manière de se comporter sur un bord de touche. Donc, au final, je me dis, est-ce que cet élément-là ne pourrait pas être un désavantage de la franchise, puisqu'on se rappelle quand même, s'il n'en est qu'un exemple au Super Bowl, Jalen Hurts a dû reprendre son coach qui faisait le mariole, on peut dire comme un gosse, sur le bord du terrain. Donc, c'est sûr, il y a de la réussite. Pour le moment, c'est des victoires qui sont, on l'a vu, de 6 points ou de 5 ou de moins. On sent que c'est une machine qui est bien lancée, on l'a dit, on l'a répété, qui va se lancer surtout. Mais est-ce que cet élément de coach ne va pas être un désavantage à un moment donné? En parlant des coachs, il faut aussi rappeler qu'ils ont perdu leurs 2 coordinateurs quand même à l'intersaison, les Eagles. Parti pour Shane Steichen du côté des Colts et pour Jonathan Gannon du côté des Cardinals. Ça fait quand même un changement assez important dans la franchise. Peut-être qu'ils vivent sur leurs acquis actuellement, donc une fois de plus, à voir comment ça va se développer, effectivement. Juste la suite du calendrier pour les Eagles, et on va faire un petit jeu, on va jouer à un jeu des pronostics tous les 4. Je vais énoncer les futures équipes qu'ils vont affronter, et vous allez me dire si oui ou non ils gagnent. Et de ce fait-là, on saura quand est-ce qu'ils vont perdre. Prochain match, ce dimanche, c'est contre les Commanders de Washington. Victoire, défaite? Victoire. Les Rams de Los Angeles. Victoire. Là, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Il y en a un qui peut dire stop. Hein. C'est stop ou encore. Hein. Oh, mais pour l'instant, je vois gagner. Ouais, victoire. Non, parce que victoire. Je me permets parce que globalement, ils sont, à part le fait qu'ils sont dans les tentatives de passe laissées aux adversaires mal classés, on voit qu'à la course, ils sont quand même, ils laissent pas les adversaires respirer, et je pense que les Rams vont jouer sur Kyren Williams, ou essayent en tout cas, ils n'ont pas développé encore tout leur potentiel. Donc je pense que c'est là que ça va se jouer. Match suivant à l'extérieur contre les Jets de New York. Victoire. Et alors là, match à la maison, le 23 octobre contre les Dolphins de Miami. Défaite. Et tout le monde est en forme du côté de Miami, et tout le monde est là et qu'il n'y a pas de blessés notoires. Défaite. Ça fait un peu comme Denis Brognard, vous savez. Ils sont 3 survivants, à la fin il n'en restera qu'un. Ouais, c'est exactement ça. Avec les mêmes arguments que Bertrand, oui, tout à fait. Vu ce à quoi on a eu droit ce week-end, je vois pas comment. Donc ça nous emmène les Eagles à 6-0 et une première défaite en week 7. Ils étaient à combien l'année dernière? Je crois que faut que je vérifie. Mais il me semble que c'était aussi week 6 ou week 7. Je crois que c'était 7. J'hésite entre les deux. Je vais vérifier pendant que va vérifier pendant qu'on va commencer à parler de la deuxième équipe dans la NFC qui est toujours invaincue. Ce sont les 49ers de San Francisco qui eux aussi. Alors on est habitué à les voir bien performer. Tiens, pour relancer ce sujet des 49ers, et je vais forcément demander à Seb, puisque c'est le premier à être concerné par la franchise. On a appris dans la semaine la prolongation de Kyle Shanahan et du general manager pour un contrat à plusieurs saisons. Est-ce que toi, c'est un choix qui te ravit? Oui, c'est un choix qui me ravit. On peut aussi imaginer que du coup, la tête de John Lynch ne tombera pas après Trey Lance. De l'accident industriel Trey Lance. Bon, on va dire qu'il y a eu un bon damage control sur ce coup-là. Est-ce que ça valait le coup de demander sa tête?
J'en suis pas sûr, c'est pas forcément une question que j'ai envie de me poser. Très bien. Alors, je précise donc que les Eagles avaient commencé avec 8 victoires et aucune défaite l'année dernière. Donc, ça fait aller jusqu'à 8 cette année serait peut-être encore un petit peu plus difficile. On vient sur les 49ers, ces 49ers de San Francisco, qui ont donc commencé leur saison parfaitement. D'ailleurs, ils peuvent enchaîner, je crois que c'est leur 11e match de saison régulière. Sans défaite, s'ils gagnent encore ce dimanche. Une victoire convaincante pour lancer la saison chez les Steelers, 30-7. Une victoire ensuite chez les Rams de Los Angeles, 30-23. Une victoire contre les Giants de New York à la maison, 30-12. 30 points à chaque fois inscrits depuis le début de la saison. C'est régulier, 30, 30, 30. Bertrand, c'est une équipe qui roule parfaitement, ces 49ers. Oui, et là, pour le coup, on peut très bien dire qu'il n'y a pas d'éléments en soi qui nous empêchent de dire qu'ils ont besoin de rodage, de chauffer, de mettre le starter. Ils ont été de chauds tout chauffer de les suite. bougies. Ah oui, ça, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même avec l'histoire du contrat de Nick Bosa, ça n'a pas été un élément perturbateur. C'est 30 pions minimum sur chaque rencontre. Ou sans laisser assez de points à une équipe ou en laissant, mais bon, peu importe, de toute façon, ils mettent 30 pions, donc le tarif est donné aux équipes qui vont les rencontrer. On verra bien si ça tournera comme ça tout au long de la saison. Voilà, avec 67% de complétion, enfin en français on va dire de passes complétées. Voilà, de passes complétées, ou en tout cas offensivement, que ça soit en la course ou à la passe, c'est complété. Donc c'est énorme, hein, on va pas se mentir. Au final, voilà, on est sur une équipe qui continue sur l'année dernière, et je pense que c'est une chose qui ne peut que ravir notre ami Sébastien. Même question que pour les Eagles, Arthur. Est-ce que ces 49ers t'impressionnent depuis le début de saison? Ouais, c'est sûr qu'il m'impressionne. Ce qui m'impressionne surtout, c'est le niveau de Brock Purdy dès son retour. Parce qu'il avait été blessé face aux Eagles en playoff, enfin en finale de conférence il y a un an. Enfin, oui, il y a un an. Vous avez compris, la saison dernière. Mais La saison dernière, il y a 8 mois à peu près, oui. ouais, et là, son retour en NFL, il est incroyable. Pour dire, il a 106,3 de rating QB. Et il m'impressionne. Après, je pense que ce qui peut peut-être pénaliser les 49ers à l'avenir, c'est s'ils se reblessent, mais ça, on en reviendra après. Mais je vois pas de ce qui peut déstabiliser les Niners de cette saison. Ils ont une attaque qui marche super bien entre le jeu à la course, au sol et jeu dans les airs. Brock Purdy fait du bon travail en tant que quarterback numéro 1, lui qui était dernier tour de draft par les 49ers. Christian McCaffrey roule sur tout le monde, j'ai envie de dire. Et la défense fait son travail aussi. On sait qu'elle est bonne, cette défense. Et voilà. Et sachant qu'en plus, il y a eu des détracteurs quand même sur notre ami Brock Purdy, plus qu'on ne le croit, et qui continuent d'ailleurs, malgré les bonnes prestations. Je pense que Sébastien va être ravi de mes propos par rapport à tout ça. Et je suis un fervent défenseur de ce jeune homme, en qui je vois justement la possibilité de développer et de conserver le très bon niveau qui est montré à l'heure actuelle chez les 49ers, alors que l'on dit oui, mais c'est parce qu'il a autant de bons joueurs autour de lui, oui, mais il fait quand même des passes, on se demande parfois où elles vont. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pour polémiquer, pour le plaisir de polémiquer, mais moi je suis d'accord avec Arthur et je pense que Sébastien sera d'accord avec moi. Et Brock Purdy amène vraiment une plus-value à ces joueurs. Il a l'air posé comme garçon. Enfin voilà, c'est l'anti. Enfin, pour le coup, c'est vraiment l'inverse de Zach Wilson pour le coup. Hein. Et puis, je pense que avant que Seb réagisse, je pense que ce qu'il sert quelque part, c'est cette histoire de dernier choix de draft. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avec la pression d'un quarterback
comme Zach Wilson, par exemple, qui a été choisi très haut à la draft et qui forcément a des attentes énormes autour de lui. Quand il prend l'équipe l'an dernier, on rappelle que c'est quand même en tant que QB3. Trey Lance se blesse, Jimmy Garoppolo se blesse, il arrive et tout le monde se dit, je me rappelle même, je sais pas Bertrand si tu te souviens, on avait fait un débat sur est-ce que Trey Lance doit reprendre sa place si jamais ils vont loin en playoff, parce qu'il était possible qu'au Super Bowl, Trey Lance soit disponible, est-ce qu'il fallait remettre Brock Purdy sur le banc? Et on avait tous été d'accord pour dire que non, et que c'était compliqué en plus au niveau du management de l'équipe, de dire aux gamins qui les avaient emmenés jusque-là, bon bah maintenant tu retournes sur le banc. Mais maintenant la question se pose plus. Mais n'empêche qu'il n'a pas cette pression-là qui était inhérente quand même à beaucoup de quarterbacks quand ils arrivent dans la ligue où bah soit ça les transcende, soit ça les fiche complètement. Aujourd'hui un Trey Lance, bon il est quarterback remplaçant chez les Cowboys. Zach Wilson, on peut pas dire qu'il brille non plus. Des premiers tours de draft, des premiers choix de draft dans la ligue, on en a plein. On peut pas dire que ce soit tous des quarterbacks qui brillent tous les week-ends. Coucou Jameis Winston. Mais tout à fait. Et c'est ça qui m'énerve le plus. C'est que les analystes, même américains, ils oublient qu'il y a 32 franchises et que sur les 32, tu peux en sortir encore une dizaine qui sont moins, très plus que moins. T'arrives à une vingtaine et Brock Purdy est quand même dans les 20, dans le haut du panier. Donc c'est quand même dingue de pas. On sait toujours reconnaître quand ça va pas, c'est comme dans la vie, et être le plus critique possible. Mais quand c'est bien, on sait pas le dire non plus. Et ce gamin-là, avec ce qu'il a montré pour le moment, enfin, il faudrait quand même qu'on dise oui, il fait le travail. Et on adore Brock Purdy puisque je le rappelle, à chaque fois qu'on écrit sur lui, les articles fonctionnent très bien. Bertrand, Seb, pardon, est-ce que tu veux défendre ton Brock? Ouais, pas besoin de le défendre, parce que Bertrand l'a déjà fait pour moi. je remercie d'avoir fait mon job. D'ailleurs, ça me repose énormément. Mais effectivement, alors on va revenir sur. Moi, je vais donner vraiment mon point de vue de fan en repartant de la saison dernière. Comme tu l'as rappelé, Flav, Trey Lance qui se blesse dès la 2e journée. Je ne te cache pas que, même si ça s'est pas dit à voix haute, parmi les fans et moi-même, il y a eu un petit ouf de soulagement de pousser parce que Trey Lance, on ne savait pas ce qu'on avait. On retrouvait Garoppolo. Alors, c'était pas la sécurité sociale, mais on savait ce qu'on avait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand je consulte le lendemain matin de sa blessure, quand je consulte les sites pour voir ce qui s'est passé sur les matchs, que je vois qu'il s'est blessé, qu'il est out pour la saison, et qu'ils ont sorti le 3e QB, qui est le dernier choix de la draft, je me dis, on est mort. C'est fini. C'est bon, j'avais préparé mon stock de Kleenex. On savait déjà sur le dos de qui on allait mettre la saison ratée, etc. Eh ben non, parce que le gamin, d'entrée de jeu, il a joué sans aucun complexe. Et je voyais passer tout à l'heure sur les réseaux une déclaration d'un de ses, alors je ne sais plus duquel de ses coéquipiers, je ne sais plus si c'est Ayuk ou McCaffrey ou quelqu'un d'autre, qui disait de lui que sa qualité, c'est qu'il était, il était d'une humeur et d'une attitude toujours égale. C'est-à-dire qu'il était jamais overhypé, il était jamais non plus trop en dessous. C'était voilà, apparemment d'une maturité incroyable. Et ça se voit dans son jeu. Il me rappelle Eli Manning. Oui, il y a un côté, Eli Manning dans sa. Alors, je lui souhaite le même succès que lui dans sa carrière. Hein, je nous souhaite surtout 2 titres rapidement. Oui. Il y a cette espèce de, oui, cette maturité dans son comportement alors qu'il a 23 ans. Effectivement, on entend depuis quelque temps des critiques, notamment sur ses passes longues. Après, si tu regardes les stats de près, tu te rends compte que non, pas tant que ça. Donc, c'est polémiqué pour polémiquer, mais il faut bien trouver quelque chose à redire. Et quand il aura son premier mauvais match, parce qu'un jour, il y en aura un, forcément, quel que soit ton poste et qui que tu sois, tu ne peux pas marcher sur l'eau relativement indéfiniment. Il y a une partie de la presse sportive qui va lui tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et c'est là qu'on verra s'il a les ressources mentales pour rebondir là-dessus. J'ai l'impression que pour le moment, les critiques, ça glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du proverbial canard.
Il y a Willie Snead qui avait comparé Brock Purdy à Drew Brees pendant l'intersaison. Et lui qui a joué avec Drew Brees avait dit que ça lui faisait penser à ce type de quarterback qui bosse beaucoup, qui travaille énormément à l'entraînement, qui n'est jamais de mauvaise humeur et qui voilà. Alors on souhaite la même carrière qu'Eli Manning ou que Drew Brees à Brock Purdy. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et aux 49ers d'avoir des titres, évidemment, aussi. Alors, il est quand même difficile, Seb, je vais te refaire parler, je suis désolé, il est quand même difficile de trouver une force offensive, enfin une force dans cette équipe, parce qu'on a l'impression qu'elle en a partout. Défensivement, c'est pas mauvais. Le jeu de course avec Christian McCaffrey qui nous met des touchdowns quasiment à chaque match, c'est pas mal non plus. Le quarterback est pas vilain non plus. Le jeu de passe est bon. Bref, c'est quoi leur force principale à ces 49ers? Je pense que précisément, c'est cette cohésion et cette capacité à s'adapter. Je vais prendre l'exemple du dernier match en date, du match des Giants. Ne m'en veux pas, Bertrand, et c'est absolument pas un cheap shot sur ton club. L'excellence, Mais- c'est tout. Hein. Mais on a vu alors deux choses. Déjà, on entre dans ce match, les 49ers entrent dans ce match sans l'une de leurs principales armes offensives, sans Brandon Ayuk. Mais pas de problème. On fait appel à George Kittle et à Deebo Samuel, qui avaient été un petit peu plus discrets durant ce début de saison, et ça a marché. Et puis il y a eu autre chose aussi, les Giants, ils ont essayé quelque chose, c'est de blitzer à outrance. Je crois qu'ils blitzent 33 fois sur les 39 passes que lance Brock Purdy ce jour-là. C'est le système Win par Tyndall, ça. Voilà. Il meurt avec ses idées, il est un défensif coordinateur blitzer, et ça sera toujours comme ça. Et ils ont réussi effectivement à secouer Purdy en début de match parce que je crois que les deux premières séries se terminent par des punts. Mais par la suite, il s'adapte, il lâche des ballons très rapides. Et je crois que justement, la grande majorité des yards qu'il accumule par la passe ce soir-là, il les prend contre les blitz. Donc il y a une cohérence, il y a une cohésion et il y a une capacité, on a vu du moins sur ce match, une capacité d'adaptation à ce que leur donne la défense adverse. Bertrand, la force offensive, on n'a pas beaucoup parlé de Christian McCaffrey, c'est aussi un atout évidemment principal dans cette franchise. De toute façon, parmi ces franchises qui ont un bilan positif dès le début, on sait où elles vont à la fin, il est normal qu'on ne soit que dithyrambique à chaque fois sur chaque élément de ce groupe. Ils ont en plus la joie d'avoir... Il y a des équipes qui ont les playmakers, mais pas la cohésion pour avancer plus loin, ou la cohésion, mais pas les playmakers. Eux, ils ont les playmakers, la cohésion, le Kyle Shanahan au niveau du coaching, avec un plan de jeu qui décroche énormément sur des screenplays où au final, même le receveur qui se mue entre receveur et coureur, comme par intermédiaire de Deebo Samuel, déborde sur la gauche ou sur la droite et gagne énormément de yards juste après la petite réception qu'il a à faire. Plus Christian McCaffrey qui s'il reste en bonne santé, pour le coup, on voit les dégâts que ça fait depuis 3 matchs. Bon, voilà, vous mettez toutes ces alchimies ensemble, vous voyez ce que ça donne. Hein. C'est punition à chaque match, on verra jusqu'où ça dure. On sait bien que ça ne fera pas 17-0, hein. Ils vont en perdre 1, 2 ou 3 en cours de route. Face à qui? Bon, en règle générale, c'est plutôt face aux équipes de division. C'est pas passerait très loin face aux Rams malgré tout, hein, 30-23, donc il faut toujours se méfier. Mais bon, voilà. Hein, le seul point faible qu'on peut noter dans leur ligne de stats et par équipe, c'est au nombre de passes tentées. Donc les tentatives de passes, mais encore, ça peut pas être une faiblesse parce que comme pour le coup, il passe beaucoup à la course avec Christian McCaffrey, ou comme j'ai dit avant sur le type de jeu, donc ça fait pas beaucoup de tentatives de passes au final. Mais même celles qui sont tentées, elles arrivent toujours au but. Ou alors plutôt le nombre de passes laissées, tentatives laissées, mais à l'adversaire. Où là, pour le coup, ils en laissent énormément à l'adversaire. Donc là, c'est plutôt la défense à blâmer, entre guillemets. Et là, ils sont carrément 32e de la ligue sur cette stat-là. Mais enfin bon, à part ça, tous les voyants sont au vert pour le reste. Hein. C'est hallucinant. J'allais dire la question piège, revient à Arthur. Quelle faiblesse elle a, cette équipe des 49ers? En a-t-elle même une? Sur le terrain, il n'y a pas de faiblesse. J'en ai pas vu sur les 3 matchs et j'espère pour eux ne pas en voir. Mais par contre, au rang 8, travée F du Levi's Stadium, il y a une faiblesse.
Non. Comme t'as commencé en disant sur le terrain, il y en a pas, je me suis dit peut-être dans les tribunes, il y en a eu. Non, moi qui ouais. Non, je pense que tout ce qui peut freiner cette équipe pendant la saison régulière, c'est des blessures. Ah, oui. Si tout le monde reste en bonne santé, il se passera rien, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui en plus a connu, Seb est bien placé pour le savoir, pas mal de blessures. Et ils ont été, et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand Christian McCaffrey a signé du côté des 49ers, il y avait eu ce débat-là en se disant, bah, c'est l'hôpital de San Francisco qui va être content parce que, non seulement c'est une franchise où il y a souvent des blessés, en plus ils prennent un joueur qui est souvent blessé. C'est vrai que peut-être, Seb, que les blessures, c'est la principale inquiétude pour cette franchise. Ça peut être la principale inquiétude. Moi, ce que je redoute, effectivement, c'est sans doute une surutilisation de Christian McCaffrey qui a toujours été injury prone pendant sa carrière. Après, si je devais, élargir un petit peu le sujet, San Francisco, c'est une équipe qui habituellement commence ses saisons assez lentement, qui a une montée en puissance, et là, ils sont à bloc d'entrée de jeu. On sait que très souvent, les équipes qui commencent comme ça très très fort peuvent avoir un gros coup de faiblesse quand arrive la mi-saison. Et c'est ce que je redoute un petit peu. Je ne souhaite pas que ça arrive, Alors, mais c'est ce que je redoute un peu. alors c'est à l'intelligence de Kyle Shanahan de pouvoir, mais ça, je pense que il va savoir le faire, enfin j'espère pour la franchise, d'utiliser beaucoup plus Elijah Mitchell. Je crois que d'ailleurs ça avait été, il y a eu un excellent article d'ailleurs sur The Free Agent par rapport à ça, n'est-ce pas Flav, à propos du fait de demander à Kyle Shanahan si justement dans la technique de jeu sur un des matchs, je ne sais plus quel, un des trois, il n'avait pas utilisé de trop, justement, Christian McCaffrey ou d'autres joueurs. Et il a dit, bon, bah oui, ça s'est fait comme ça, mais on va y veiller, justement, qu'il y veille, parce qu'il y a Elijah Mitchell, il y a quand même, même en receveur, il y a Ray McLeod, il y a quand même des joueurs qui sont là derrière. Il n'y a pas une profondeur de banc énorme, surtout d'ailleurs sur la ligne offensive. Il va falloir veiller à ça, globalement, et à faire attention. Parce que là, c'est justement là que ça pourrait faire très très mal s'il manquait des éléments. Mais au-delà de ça, comme a dit tout le reste que ce soit Arthur, Seb ou toi-même Flav, globalement, c'est une équipe qui, sans blessure significative, bon, ça va avancer. Mais c'est vrai que quelquefois, quand les blessures arrivent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelquefois, c'est la loi de la série, hein, ça va vite. Hein. On peut commencer par McCaffrey, puis après, il y a eu Deebo Samuel, je crois, à un moment donné, l'année dernière. Puis après, on s'est dit, oulala, jusqu'où ça va aller, parce que ça commençait à être dépecé grandement dans l'équipe. Même jeu que pour les Eagles tout à l'heure. Quand vont s'arrêter les 49ers? Vous me dites victoire ou défaite sur les prochains matchs. Contre les Cardinals à domicile au Levi's Stadium, c'est dimanche. Victoire. Contre les Cowboys à domicile. Victoire. Victoire normalement. Dans un match qui va être très 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 intéressant pour les premières places de la NFC d'ailleurs, le match contre les Cowboys. Les Cowboys, ils ont perdu Trevon Diggs et ça leur fait plus mal que prévu, ça je peux vous le dire. Déplacement chez les Browns de Cleveland. Ça c'est piégeux, hein. Au mois d'octobre à Cleveland, c'est piégeux. C'est le piège là. Je mise comme sur. Moi je dis que c'est là qu'ils vont en perdre. Moi je dis victoire. Ouais, pardon. Alors, Bertrand dit défaite. Arthur. Victoire. Seb. Victoire, mais match piège. Alors, on continue avec Seb et Arthur, du coup. Les Vikings à l'extérieur. Victoire. Arthur. Victoire. Ouais, mais Seb, il va dire victoire jusqu'à la fin. Donc, Mais non. Non. Les Bengals au Levi's Stadium. Ouh. Victoire. Au Levi's Stadium, victoire. Allez, je vais mettre défaite. Allez. Ouais, ils tomberont avant, Seb. Ils vont je continue avec Seb. Jaguars. Alors, c'est là que ça se complique. C'est cette partie du calendrier-là, moi, que je redoute. Et là, on est quand même en semaine... Attends, là, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9e semaine. Donc, ce serait comme les Eagles l'an dernier. Semaine 9.
Jacksonville chez eux, en plus un Ouais. petit peu au pied du mur, je redoute, et je pense que c'est là que ça va faire mal en sortant d'une bye week, justement. Oui, c'est vrai que c'est juste après la bye week, effectivement. Donc, pour toi, défaite semaine 9 contre les Jaguars. Ouais. Très bien, ça marche. On prend les paris. Donc, Bertrand, et lui, il est en semaine. T'as dit les Browns, hein, Bertrand, c'est ça? Bah, Donc, je me semaine permets 6. juste l'analyse très Vas-y. rapide. Pourquoi Vas-y, pour les vas-y. Browns? Parce que la guerre des tranchées, ligne offensive et défense, donc ligne offensive des Browns et défense des Browns, on peut dire ce qu'on veut, mais en début de saison, là, bien sûr, Deshaun Watson n'optimise pas tout ça hein, pour le moment. Mais attention, ça fait très très mal. Donc j'ai peur Mais que là, sur la guerre des tranchées, à l'extérieur, ce Mais- soit pas la même. Mais je suis absolument d'accord sur ce point, et même, je veux dire, ce calendrier avant la semaine bye, avec Arizona et Cleveland qui sont un petit peu ressuscités là depuis une semaine, il devient à la fois plus intéressant et plus périlleux qu'on ne l'aurait pensé en début de saison. Ah oui, évidemment. Ouais. On passe aux stars de cette semaine en NFL, les Dolphins de Miami, qui ont évidemment fait beaucoup parler d'eux cette semaine en raison de leur carton contre les Broncos de Denver, 70-20. On le rappelle, les Dolphins qui sont donc avec un bilan de 3 victoires, 0 défaite et aussi seule équipe de l'AFC à être invaincue depuis le début de cette saison. J'ai l'impression, Arthur, tu vas me dire ce que t'en penses, que c'est un petit peu tout le temps la même chose en début de saison, à savoir une hype énorme autour des Dolphins. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, et puis l'an dernier, c'était retombé comme un soufflé, ou plutôt retombé comme un Tagovailoa sur le terrain. Oui, c'est exactement ça. Là, ils font un début de saison stratosphérique. Leur match face à Denver va rester gravé, je pense, dans nos têtes. Maintenant, Dans celle des l'objectif. fans de Denver aussi, je pense. Oui, aussi, Le surtout, chat m'étonne. surtout à Denver. Ils vont s'en rappeler un Sean moment. Payton. Celle de Sean Payton, là, lui, s'il n'est pas en choc post-traumatique, c'est qu'il y a Oh un là là. problème. Non, mais il est fan des Dolphins, c'est pour ça. Ouais. Et donc, Du début coup- de saison, oui, vas-y Arthur. Du coup, l'enjeu, ça va être de garder toi, Tagovailoa en forme, parce que la saison dernière, ce qui a porté préjudice aux Vikings, aux Dolphins, c'est les commotions. Et d'ailleurs, Après, ils ont. oui, vas-y, Oui. vas-y. Non, vas-y, continue. Non, j'allais parler de Devon. C'est Akan, ça se prononce? Akane. Akane. Devon Akane, qui m'a également impressionné face à Denver. Il a plus de 200 yards pour un rookie, c'est waouh, je n'ai pas les mots. Donc surprenant, mais il faut voir sur le long terme ce que ça donne. Le long terme sur la saison. On avait eu l'an dernier donc les Dolphins qui avaient commencé avec 3 victoires, 0 défaite. Alors, on va un peu empiéter sur la partie calendrier, mais il y avait eu cette week 3 contre les Bills de Buffalo, en rappelant que dimanche, il y a un match entre les Bills et les Dolphins, là encore. Cette week 3 avait peut-être changé le cours de la saison des Dolphins. C'était le match qui avait vu Tua Tagovailoa subir sa première commotion avant de retomber la semaine suivante contre les Bengals. C'était aussi le match qui avait vu le fameux Bud Punt, si vous vous souvenez de cette action incroyable dans la end zone des Dolphins. C'était aussi le match, Bertrand, où notre ami coordinateur offensif des Bills s'était énervé sur ses papiers dans la loge du Hard Rock Stadium. Bref, Quel grand moment. C'était un match, l'un des matchs de la saison 2022. Est-ce que, Seb, le match de dimanche, ça peut là encore être un tournant, mais peut-être dans le bon sens? Alors, ils l'avaient gagné l'an dernier, hein, mais ils avaient perdu tout à Tagovailoa. Est-ce que, si ça se passe bien dimanche, ça peut être un véritable tournant dans la saison des Dolphins? Symboliquement, oui. Il passerait le signe indien, en l'occurrence. Triompher et s'en sortir en bonne santé contre Buffalo qui, l'année dernière, leur a... Alors certes, ils remportent le match, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, hein, c'est une victoire qui leur coûte cher. Symboliquement, ce serait fort. Néanmoins, Buffalo... Alors,
on sera, je crois, c'est à Miami, hein, je crois, le match, si les Dolphins reçoivent, si ma mémoire est bonne. Le match de dimanche? Oui. Non, c'est chez les Bills. C'est chez les Bills, voilà, c'est le point que je voulais éclaircir, j'en étais pas sûr. Aller gagner à Buffalo, c'est jamais non plus chose aisée. J'aurais du mal à être catégorique pour dire que c'est dimanche que leur série s'arrêtera, mais il y a un potentiel. Un potentiel. Il y a un potentiel aussi dans cette équipe, c'est l'énorme potentiel offensif de l'équipe. Bertrand, tu voulais compléter sur le Bills Dolphins? Ouais, très rapidement, c'était juste pour dire que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas leur niveau de ce qu'ils ont montré en attaque et en défense, qu'on soit bien d'accord, c'est simplement que je sens cette équipe comme une équipe, pas highlights, mais comme une équipe de réaction et de gros jeux et justement de gros titres de journaux, en fait, où il va y avoir, comme on a vu, le 70-20. Mais pour le coup, ils ont gagné le premier match contre les Chargers de 2 points. Contre New England, qui n'est pas fifou, comme dirait Seb, ça fait que 24-17. Donc au final, c'est des gros éclats, mais attention sur des équipes qui vont être beaucoup plus ancrées dans un système où ça monte crescendo tout au long du match, entre guillemets, la pression, le fait de l'intensité et le fait d'avoir les bonnes décisions prises au bon moment pour gagner le match, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'une machine à highlights toute la saison. Donc oui, on peut tomber sur Carolina, ils peuvent jouer les Jets. Je prends des noms comme ça au hasard. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont prendre Las Vegas, par exemple, les Raiders. Ils vont claquer 40 pions, ils en mettront 10 les autres, d'accord. Mais sur les Buffalo, sur les Eagles, sur les Chiefs, sur des équipes qui sont quand même bien ancré, c'est pas pareil, c'est pas le même match du tout, ce sera pas la même façon de jouer, et c'est sûr qu'on parlait au moment où ils vont tomber, j'avance un peu dans l'émission, mais globalement, comme dit Seb, là les Bills, les Bills, ça va être un test. Ça va être un test ce match. Ça va être un test, parce que contre les Chargers, ça passe ric-rac, contre Denver, ça passe ric-rac, contre England, ça passe ric-rac. Contre Denver, bon, on va même pas en parler parce que c'était jour de fête, c'est déjà le feu dans la maison des Broncos, donc au final, donc on va pas en rajouter. Et effectivement, comme tu le disais, dans des équipes qui sont, disons, ancrées dans la réalité. Ouais, ça peut être compliqué. Ils ont là un calendrier qui vient sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 8 matchs à venir. Il y a à la fois des équipes qui sont à leur portée, largement, comme tu le disais, mais il y en a d'autres qui sont plus ancrées dans le réel. Et ça va être des tests. Moi, contre Buffalo, ça va déjà être intéressant. Je suis très impatient de les voir face aux Eagles et face aux Chiefs. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose. On parle de, par exemple, presque 72% de réussite dans la partie offensive, que ce soit à la course ou à la passe. C'est énorme, on ne se rend même pas compte. Et en red zone, alors bien sûr, le dernier match contribue beaucoup, évidemment, mais malgré tout, et presque 80% de points marqués en red zone, d'accord. Mais aussi, il laisse à l'équipe adverse presque 70% de réussite également dans ces phases-là, et même chose, presque 63% en red zone au scoring. Donc, c'est pas le fait qu'ils vont perdre ce match-là, c'est qu'ils donnent aussi des opportunités. La défense peut être très bonne, mais elle laisse aussi énormément dans tout ça. Et de toute façon, on a vu que les Chargers, ils ont marqué 34 pions, même s'ils ont perdu de 2 points. Donc voilà, c'est pas pareil. Attention, il y a un équilibre d'ensemble, et c'est pas de vous une machine à lights qui va jusqu'au bout. Comme on dit, les attaques font gagner la saison régulière, les défenses font gagner le Super Bowl. C'est un adage, attention, qui est là aussi. Hein. Est-ce que, Seb, on peut résumer les forces et les faiblesses des Dolphins aussi simplement que offensivement, c'est la grosse force, défensivement, c'est un peu le point faible? C'est un petit peu trop schématique à mon goût, parce que si on regarde les chiffres défensifs, bon, alors certes c'est pas fifou, mais c'est pas non plus au sol, ils encaissent 390 yards en 3 matchs. Bon, ça fait 130 yards par match, ça fait beaucoup,
mais il y a bien pire. En passe, ils encaissent 694 yards en 3 matchs. Idem, c'est un petit peu important, mais ça fait du 230 yards par match, si je compte bien. Je suis désolé, moi je suis un littéraire, je ne suis pas un matheux, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est 230 yards par match. C'est pas gégène, mais c'est pas affolant non plus. On aurait été en début de saison, je t'aurais dit le point faible, c'est la santé de Tua Tagovailoa. Mais jusque-là, Saline fait un excellent travail. Il a été saqué une fois en 3 matchs. Donc il est protégé, il est dans un cocon, le garçon. Jusqu'ici, personne n'y touche. Et il lance très vite. Il lance très Et vite. il lance très vite. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer en NFL, dans une ligue qui passe happy. Il faut pas s'accrocher à son ballon pendant 107 ans, à moins que ton intention ce soit de courir dans le field et de bouffer des yards, comme par exemple un Lamar Jackson. Mais c'est pas le style de jeu de Tua Tagovailoa. Donc effectivement, par contre, la question qu'on peut se poser sur cette défense, c'est que avec ces chiffres qui sont moyens, est-ce qu'à un moment ça va pas craquer, et quand ça va craquer, ça risque de faire mal parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est quand même ça laisse quand même filer 34 points contre les Chargers. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Il n'y a que 3 matchs. Alors, c'est vrai que les stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que la ligne au niveau comment on appelle ça, de la défense et du classement de cette défense, on est sur moyen-moins. C'est-à-dire qu'on est plus entre la 24e place, 27e place que entre 15 et 20. Entre 15 et 20, je veux dire, tu peux encore t'en sortir. Là, pour le moment, on est plus là. Alors, il n'y a eu que 3 matchs, c'est toujours pareil. Mais c'est quand même, ça montre une tendance, malgré tout. Disons, jusque-là, ça passe. Voilà. Oui, ça passe. Jusqu'ici, ça passe. C'est ma préoccupation. Par contre, en attaque, c'est un festival de première place. Là, je veux dire, c'est pas le bonnet d'âne du côté de Miami. 462,5 total yards par match, quoi. C'est de la folie furieuse quand je regarde le chiffre. Moi, ça me fout le tournis. D'ailleurs, le saviez-vous ? Tiens, je vais le faire à la Seb. Le saviez-vous ? Les Dolphins sont l'équipe qui ont les 5 premières pointes de vitesse dans la NFL depuis le début de saison. Vous savez que on mesure maintenant avec les nouvelles générations de statistiques la vitesse des joueurs. La pointe de vitesse la plus rapide enregistrée cette année sur un terrain de NFL, c'est Devon Achane quand il a marqué son touchdown de 67 yards la semaine dernière, avec une pointe de vitesse de 21,93 miles par heure, ce qui fait un peu plus de 35 km/h. Le savais-tu ? Attends, j'ai pas fini mon le savais-tu. Ah, pardon. Devon Achane, qui a donc le premier et la cinquième meilleure pointe de vitesse. Tyreek Hill qui a la deuxième et la quatrième. Et Raheem Mostert qui a la troisième. Donc avec ces 3 joueurs, on a les 5 plus grandes pointes de vitesse de la saison en NFL. Bertrand, à ton tour. Écoute, le savais-tu ? Mais ça, c'était avant la saison. On avait répertorié que les receveurs des Giants avaient les plus belles pointes de vitesse au combine, avec des 4 et des poussières pour chacun. Beaucoup vu depuis le début de la saison, malgré tout, tout ça. Donc voilà, on peut faire mentir. Là, ça marche très bien pour Miami, ça marche beaucoup moins bien. Il y a des receveurs aux Giants ? Oui. Enfin, les jardiniers qui ont été cherchés et qui courent très vite, en fait. Voilà. Non, tu me l'apprends, c'est pour ça que petite surprise. Oui, je sais, il y a des choses surprenantes dans la vie, mais que veux-tu ? Comme dirait Laurent Ciara, l'ancien entraîneur du BCM, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà, c'était Laurent Ciara. Voilà. Visiblement, le dauphin est en train de devenir requin du côté de Miami quand même. Et c'est toujours intéressant. C'était juste pour caser, faire un coucou à Laurent Ciara, et Bertrand saura pourquoi j'ai fait coucou à Laurent. Juste Laurent, un petit point. Ah non, allez, on va commencer par parler du calendrier qui reste des Dolphins, et après j'ai une petite question supplémentaire, une question bonus. Les Dolphins, la suite, c'est donc les Bills à l'extérieur, les Bills qui sont l'une des meilleures équipes à domicile depuis plusieurs saisons. Est-ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'ils perdent ? Je vous écoute. Défaite. Vous battez pas. Défaite pour Bertrand.
Arthur, Défaite. Seb. Grosse défense. Défaite. Grosse défense des Bills. Défaite. Défaite, Seb. grosse. Ouais. Ouais. Défaite, Et- Seb. Ouais, Arthur. Je pense Il y a au aussi Commander. défaite. Pep, j'ai pas entendu la réponse d'Arthur. Arthur. Défaite aussi, je pense. Défaite. Bon, bah, tout le monde défaite. Bon, bah, c'était sympa les Dolphins, mais vous allez perdre la même semaine que l'an dernier. Bah, sinon, ça sera la semaine suivante face aux Giants. Donc, de toute Voilà. façon, Alors, je donne la Ah, pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé. Quand on parle de machine à highlights, les Giants. Ouais. Ouais. On a donc, Bertrand et notre machine à highlights. je donne la suite du calendrier quand même des Dolphins. Donc les Bills à l'extérieur, les Giants et les Panthers à domicile, puis déplacement aux Eagles avant de recevoir les Patriots et les Chiefs de Kansas City. On a quand même sur les 6 prochaines journées des matchs contre les Bills, les Eagles et les Chiefs. On va voir Bah, tu vois, de quel s'ils perdent bois pas les contre Dolphins se Buffalo, sont fait. s'ils perdent pas contre Buffalo, je les vois pas perdre avant les Chiefs, donc semaine 9. Ouais, peut-être, semaine c'est- 9, ouais. Tu De toute les- façon, tu les- s'ils gagnent contre Buffalo, ils font un grand pas vers les playoffs parce que du coup, ça poussera Buffalo à 2-2 et eux, ils seront à 4-0, ce qui est quand même un beau petit coussin de Ils auront confort. deux victoires d'avance quand même, ouais. Et donc, tu les vois- Bertrand, tu les vois prendre Philadelphie. Ouais, je les vois prendre Philadelphie, ouais. Ok, intéressant, d'accord. Oui, j'ai je sais bien une que ça peut paraître surprenant, mais globalement, je sais pas, je pense que si vraiment ils sont lancés sur une dynamique de victoire et optimiste, Ouais. voilà. Mais après, les Chiefs commencent on verra bien leur façon de développer au fur et à mesure de la saison, on va commencer à rentrer dans du plus compliqué, là. Mm. Donc, On dit souvent que la NFL en 2023 s'est tournée énormément vers le jeu de passe. Et pourtant, les Dolphins avec 188,3 yards par match, les Eagles avec 185,7 et les 49ers avec 162,7 sont les 3 meilleures attaques au sol de la ligue. Est-ce qu'il y a ici, Bertrand, Seb, Arthur, finalement un lien où on se dit que finalement c'est peut-être le jeu au sol qui fait avancer plus facilement l'attaque, Seb? C'est toujours le jeu au sol qui fait avancer une attaque et qui la fera avancer. Moi je suis un enfant du foot des années 90 et je ne démordrai pas de cette opinion. Je comprends d'un point de vue économique la dévaluation des running backs. Je ne la comprends pas sur un plan sportif et le fait justement que des équipes qui jouent les têtes d'affiche actuellement dans le club affichent également un jeu au sol qui fonctionne et fassent même, comme les 49ers, du jeu au sol leur fond de jeu, ben moi, ça me réjouit, vraiment. Parce qu'en plus, on n'est pas sur des quarterbacks, à part Jalen Hurts, on n'est pas sur des quarterbacks qui courent énormément. Tu prends Tua Tagovailoa, tu prends Brock Purdy, c'est pas des Lamar Jackson. On peut pas dire qu'ils amassent 100 yards au sol par match non plus, quoi. Non, c'est des quarterbacks de poche extrêmement classiques. Voilà, je vais aller plus loin, je vais aller encore plus loin, parce que moi je suis partisan de dire que la base c'est la ligne offensive, et je dis pas qu'elle ait besoin d'avoir les meilleurs ou les plus talentueux de la ligne offensive, ou en tout cas les plus talentueux joueurs de ligne offensive. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on voit chaque semaine, qu'il y a quand même un déficit dans le talent des joueurs en ligne offensive, mais bon, c'est un autre débat qu'on pourra avoir plus tard. Mais même si ce ne sont pas les plus talentueux, qu'au moins celui qui les coach arrive à faire de ces joueurs une unité qui va permettre au quarterback d'avoir le temps même de donner le ballon, parce qu'on ne parle pas parfois de seulement de passer. Il y a des quarterbacks qui n'ont même pas le temps, on peut en parler à Daniel Jones, qui n'ont même pas le temps de donner le ballon au running back pour pouvoir aller courir. Donc, voilà, il faut quand même en être conscient. Donc là, pour les Dolphins, les 49ers et les Eagles, ils ont une ligne offensive qui leur permet ou au moins d'être protégés, ou d'avoir le temps de passer, ou de donner le ballon au running back. Voilà, c'est la base. Si dans les tranchées, on a les 5 de devant qui permettent de faire ça, même sans être les plus talentueux, on a déjà gagné en soi. On a beau me dire ce qu'on veut. Donc le sol fait gagner. Le sol fait gagner. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Les amis, avant de refermer ce podcast, on va donner le programme de cette 4e semaine de compétition. Les Packers reçoivent les Lions pour le Thursday Night Football. C'est donc jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi en France, à 2h15 du matin, duel de NFC Nord ô combien intéressant, puisque les deux équipes sont à un bilan de 2-1 depuis le début de la saison.
Les Jacksonville Jaguars et les Falcons se rencontreront dimanche, c'est à 15h30 puisque c'est le premier match à Londres des London Games cette année. Les Bills de Buffalo vont donc recevoir les Dolphins de Miami. Les Carolina Panthers seront opposés aux Minnesota Vikings. Les Broncos et les Bears se feront face dans le match du siècle, probablement ce dimanche. Les Browns et les Ravens dans un duel là aussi important en AFC Nord, donc joueront l'un contre l'autre. Les Texans affronteront les Steelers, les Colts affronteront les Rams, les Saints affronteront les Buccaneers, les Eagles affronteront les Commanders, Tennessee Titans, Cincinnati Bengals, ça c'est pour les matchs de 19h, en rappelant que le match qui sera diffusé sur 6play sera l'affiche très attendue entre les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. À 22h, nous aurons les Chargers de Los Angeles qui recevront les Raiders de Las Vegas. Ça, ce sera à suivre en intégralité sur beIN Sport. Dallas Cowboys, New England Patriots. Ça aussi, ça va être assez intéressant à suivre. Les 49ers de Seb qui recevront les Cardinals. C'est aussi à 22h25. Et pour le Sunday Night Football, les Jets affronteront les Chiefs de Kansas City. Et le Monday Night Football sera entre les Giants et les Seahawks de Seattle. Voilà pour le programme complet de cette 4e semaine de NFL. On se retrouve, les amis, dimanche à 17h30 avec Yaya pour la preview de toute la Red Zone, tous les matchs de la Red Zone, donc presque tous les matchs de la semaine, sans les Thursday Night Football, Monday Night... Ah si, même le Monday, il est fait pendant la Red Zone, je ne dis pas, j'ai une bêtise. Non, c'est le Sunday Night Football, je l'ai fait, pas le Monday. Et il y aura pas le match de Londres puisqu'il sera déjà joué ou en cours pendant l'émission, donc on pourra évidemment en parler pendant l'émission si le match est serré. Bon, cette fois, Bertrand, il y aura pas de coup de pied de Will Lutz à commenter en direct. Désolé. Non. On peut pas en avoir tous les ans. C'est ainsi. Merci Seb, merci Bertrand, merci Arthur pour votre participation et on se retrouve tous très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, bye. Salut.